C'est toujours l'essentiel. On va plus loin avec Niagale Bagayoko, directrice de l'African Security Sector Network. Bonjour Niagale. Bonjour. Et Alban Mikosi, grand reporter à France Télévisions. Bonjour Alban. Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. Ensemble, nous parlerons d'abord de Benyamin Netanyahou qui déplore un accident tragique à Gaza. Au moins 20 tués dans la frappe sur l'hôpital Nasser dans la ville de Khan Younes. Les médias Al Jazeera, Reuters et Associated Press déplorent la mort de 5 journalistes. Puis Donald Trump lui envisage d'envoyer la garde nationale à Baltimore et Chicago, après Los Angeles et Washington, autant de villes américaines dirigées par des maires démocrates, le moyen de lancer déjà la campagne pour les élections de mi-mandat. C'est tout de suite, on va plus loin. Jusqu'où ira Israël dans sa guerre au Hamas? La frappe contre un hôpital a fait au moins 20 morts à Gaza. 5 d'entre eux sont des journalistes. Jules Boiteau. Quelques instants après la frappe, un homme brandit une caméra. Des journalistes ont été touchés au dernier étage de l'hôpital Nasser de Khan Younes. Des secouristes, d'autres journalistes et des passants se précipitent alors pour aider les blessés. L'homme en t-shirt rouge filme la scène. Il s'agit d'Atem Khaled, journaliste pour l'agence britannique Reuters. Tout à coup, un deuxième missile frappe au même endroit. Atem Khaled s'en sort miraculeusement avec des blessures. Mais au moins 20 personnes ont été tuées par ces frappes, dont 5 journalistes. Parmi eux, Mariam Daga, collaboratrice pour l'agence américaine AP, ou Oussam Al-Masri, autre collaborateur pour l'agence Reuters. Les bombardements sont incessants, nous sommes pris pour cible. Chaque jour, nous disons adieu à un journaliste martyr. Nous continuerons à suivre son chemin. Nous continuerons à couvrir ce qu'il se passe, si Dieu le veut. Dans la foulée, l'armée israélienne a reconnu une frappe dans la zone de l'hôpital Nasser, mais dément cibler les journalistes. Le chef d'état-major a ordonné qu'une enquête soit menée dès que possible. Nous ne ciblons pas les journalistes en tant que tels. Israël justifie pourtant parfois de viser des journalistes accusés d'appartenir au Hamas. Il existe un droit international. Des garanties devraient être accordées aux journalistes qui couvrent les conflits, mais rien de tout cela ne semble s'appliquer. Il est donc essentiel d'être très clair. Aucun des journalistes présumés terroristes ne l'est. La guerre menée par Israël contre le Hamas est l'un des conflits les plus meurtriers de l'histoire pour les journalistes. Près de 200 ont été tués en 22 mois. Et vous l'avez entendu, l'armée israélienne ordonne une enquête. La dernière fois que des journalistes ont été tués à Gaza, il y a 15 jours, Israël avait accusé l'un d'eux d'appartenir au Hamas. Noga Tarnopolski, vous êtes à Jérusalem. Pour France 24, l'armée israélienne a-t-elle à nouveau, cette fois, délibérément visé des journalistes? Bonsoir Raphaël. Selon elle, pas du tout. Et nous avons une déclaration très récente, pas du Premier ministre, mais du bureau du Premier ministre qui parle généralement et qui annonce que Israël regrette profondément l'accident tragique survenu aujourd'hui à l'hôpital Nasser de Gaza. C'est-à-dire, Israël, cette fois, n'explique pas à qui elle visait ou pourquoi. Sinon, elle décrit cet incident où 20 personnes au moins ont perdu leur vie comme un accident tragique. Je souligne que c'est une déclaration de la part du bureau du Premier ministre parce qu'elle n'a été faite qu'en anglais, tard le soir, et pour la population israélienne, pour les civils d'Israël, cette déclaration ne sera presque pas connue. Alors la confusion continue de régner ici pour le moment. Que donnent ces enquêtes lorsqu'elles sont conduites, celles menées donc par l'armée israélienne sur ce type d'acte? Ça dépend. Nous avons pas mal de ces investigations, soi-disant investigations, qui n'ont jamais été conclues ou qu'on continue de chercher leur conclusion 2-3 ans plus tard. Mais c'est dans ce cas-là où tout a été filmé en live. Et en fait, nous avons quelques détails pris de ces films. Par exemple, nous avons su cet après-midi que nous ne parlons pas de frappe aérienne, comme nous avons initialement cru, mais de 2 obus de tanks. Les questions pour cette investigation de ce soir seront entre autres qui a donné l'ordre pour le lancement de telles munitions de tanks, de chars.
C'est très très rare, même dans cette guerre de Gaza. Et pourquoi le second obus a été lancé? Nous ne le savons pas, toujours pas, mais cette fois-ci, l'armée ne pourra pas l'ignorer complètement. Et en fait, cette admission d'un tragique accident de la part du bureau du Premier ministre nous montre déjà quelle sera plus ou moins la ligne. Au-delà de ce message officiel, il y a des réactions à cette frappe au sein de la population israélienne? Oui, ça s'ajoute, je dirais, la réaction de choc s'ajoute aux préparatifs pour un second jour d'arrêt demain. Ça s'appelle une journée d'action contre la guerre. C'est demain où formellement Netanyahou apparemment va réunir son cabinet. C'est ça le plan. Et la population israélienne est de nouveau appelée à sortir aux rues, à manifester contre la guerre, contre l'intensification de la guerre et précisément contre le plan d'occuper la ville de Gaza. Cet événement aujourd'hui où 20 personnes ont perdu leur vie, entre plus que 60 pendant la journée entière, c'est pas le seul incident fatal aujourd'hui à Gaza, ajoute de la pression contre le gouvernement de la part de la population. Et nous croyons, je crois, on espère voir pour demain, on attend voir de nouveau des routes des grandes routes du pays en arrêt, bloquées, des feux et une très grande manifestation de nouveau demain soir à Tel Aviv. Merci Noga Tarnopolsky. Vous restez avec nous, Niagale Bagayoko. Ces frappes, elle pose la question sur les moyens mis en œuvre par Israël et sur la capacité d'informer sur ce qu'il se passe à Gaza. C'est cela qui est en jeu. Oui, alors d'abord, bien entendu, la question toujours de la proportionnalité des moyens utilisés et des cibles qui sont frappées avec ces moyens militaires. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un hôpital et par ailleurs, alors accident ou pas, de journalistes. C'est vrai que c'est important de souligner le fait qu'on n'est pas dans le cadre d'une exécution extrajudiciaire comme celle à laquelle on a pu assister il y a quelques semaines, il y a 15 jours, qui a été assumée par l'État hébreu, qui avait visé un journaliste notamment d'Al Jazeera. Et 5 de ses confrères. Mais justement, c'est là où j'allais en venir, qui a aussi eu pour effet de tuer 5 de ses confrères. Donc, c'est la première difficulté. Et deuxièmement, on voit très bien qu'il n'y a pas véritablement d'accès à l'information. La plupart des médias internationaux ont le plus grand mal à couvrir ce qui s'y passe. Donc leurs correspondants locaux sont absolument essentiels, mais sont stigmatisés, indexés explicitement ou non, comme étant complices de l'ennemi combattu, en l'occurrence le Hamas. Alban Mikosi, le risque, c'est qu'on n'ait plus aucune information sur ce qui se passe à Gaza? Oui, tout à l'heure, le représentant de Reporters sans frontières disait « mais le droit international ne s'applique plus aux journalistes à Gaza ». Mais le droit international ne s'applique plus à personne à Gaza. Ouais. En réalité, on est totalement hors du droit international. Moi, de l'intervention de votre correspondante, je retiens ce terme « accident ». C'est quoi un accident? Un accident, c'est un acte involontaire, non intentionnel. Comment peut-on dire qu'un tir de tank n'est pas intentionnel? Éventuellement, il faudra que l'armée explique que ce n'était pas ce qu'ils visaient autre chose et qu'ils ont raté leur tir. C'est la seule sortie possible. Ou que se trouvaient dans l'hôpital des cibles qui justifient. Mais dans tous les cas, on a vu sur ces images, c'est une bavure. Très clairement, les étages qui ont été touchés étaient des étages où il se trouvaient des journalistes. Ouais. Donc il y a au minimum une faute. Ce n'est pas un accident. Quelle doit être la réaction des Occidentaux face à ce qui vient de se passer aujourd'hui? On a vu des condamnations comme celle du Royaume-Uni, par exemple. On a le sentiment d'en entendre tous les jours aujourd'hui. Niagale Bagayoko. Alors, il y a justement, bien sûr, cette guerre des communiqués, mais il y a aussi, par exemple, des gouvernements qui prennent des sanctions, ce qui peut leur coûter très cher. On a vu ce qui s'est passé aux Pays-Bas, notamment, avec le ministre des Affaires étrangères, qui a été finalement contraint à la démission lorsqu'il a décidé
décidé de prendre des sanctions contre l'État hébreu en raison non seulement de ce qui se passe à Gaza, mais aussi de l'intensification de la colonisation, et en raison des dissensions au sein même de la coalition à laquelle il appartient, qui est elle-même en sursis d'ailleurs, hein, bon, c'est un peu plus compliqué que ça, il a été amené à démissionner, ce qui démontre qu'aujourd'hui, il y a une profonde cassure, une profonde opposition à l'intérieur des sociétés mêmes et des différents partis politiques, à l'intérieur même de ceux-ci, dans tous les pays occidentaux particulièrement. Sur cette question-là, effectivement, Alban Mikosi, il faut défendre coûte que coûte le droit de la presse sous peine d'avoir demain des conflits qui, comme en Éthiopie, comme au Soudan, comme au Yémen, ne donnent plus lieu à aucune image. C'est une des raisons. L'autre raison, vous vous rappelez, la semaine dernière, il y a une polémique sur le nombre de victimes civiles, le pourcentage de victimes civiles par rapport au nombre de victimes à Gaza. Et finalement, on a deux réalités alternatives qui nous sont présentées. Oui. Peut-on faire confiance à 100% au ministère de la Santé du Hamas ? Non, certes pas. Peut-on faire confiance à 100% à la communication du gouvernement Netanyahou ? Non. Il faut des journalistes indépendants. Ils sont là pour ça. Or, ils sont empêchés de travailler. Aujourd'hui, on va dire de manière presque involontaire, mais régulièrement de manière volontaire. Donc, le représentant de Reporters sans frontières a raison de dire que le droit international ne s'applique plus. Dans cette catégorie, comme dans toutes les autres catégories, le retour du droit international est une exigence pour Gaza. Cette exigence, l'ONU devrait la rappeler, mais encore faut-il que l'ONU soit reconnue par les Israéliens et par les Américains, ce qui est de moins en moins le cas. Vous savez ce que répond Israël depuis le début, c'est que le Hamas ne respecte pas le droit international et utilise des infrastructures civiles comme des écoles ou des hôpitaux, comme des bases arrières, voire même comme des bases actives pour ces attaques. Mais tout cela est évidemment fondamentalement, il y a de la vérité là-dedans. C'est le cas dans tous les conflits. Dans tous les conflits, les hôpitaux sont détournés de leur fonction première. On a vu ça à Gaza, on a vu ça en Irak, en Syrie, on a vu ça même en Ukraine. Il faut le reconnaître. Pour autant, est-ce que c'est une raison suffisante pour cibler volontairement les hôpitaux, les écoles et les journalistes ? Personnellement, je pense que non. Yagalé, vous voulez dire ? Non, pour cette question des hôpitaux, elle se pose depuis le début. Hein, Bien sûr, la question des hôpitaux, mais surtout également, en tout cas, la question des acteurs qui doivent être effectivement diversifiés. Ce que vous dites pour les journalistes, c'est très vrai pour les acteurs humanitaires, puisqu'on voit très bien qu'il est de plus en plus difficile pour des organismes indépendants, justement, d'effectuer leur travail dans le respect du droit international qui suppose impartialité et neutralité. Ça, c'est un élément essentiel. Et pour ce qui est des Nations Unies, on a très bien vu le débat des 2 jours précédents à propos de cette question des statistiques de l'ICP, cette fameux organisme IPC, pardon, en français-anglais, cet organisme chargé de collecter les chiffres en matière de sécurité alimentaire, qui a été complètement délégitimé par le gouvernement de l'État hébreu en considérant que c'était une manipulation aussi et un complot de l'ONU avec le Hamas, avec les organisations non gouvernementales et avec les médias internationaux. On évoquait il y a un instant la réaction des Européens. Lorsqu'ils réagissent, les Européens se voient parfois reprocher leur antisémitisme. C'est le cas de la France avec cette lettre adressée par l'ambassadeur des États-Unis ici en poste à Paris à Emmanuel Macron. Il ne se passe pas un jour en France sans que les Juifs soient agressés dans les rues, des synagogues et des écoles dégradées, des entreprises appartenant à des Juifs vandalisées. Le ministère de l'Intérieur de votre propre gouvernement, voilà ce que dit Charles Kushner à Emmanuel Macron, de votre propre gouvernement, constate que des écoles maternelles ont été ciblées par des dégradations antisémites, des déclarations qui vilipendent Israël et des gestes en reconnaissance d'un État palestinien, ajoute-t-il, encouragent les extrémistes, fomentent la violence et mettent en péril la judéité en France. Aujourd'hui, ce n'est plus possible de tergiverser, conclut Charles Kushner. L'antisionisme, c'est l'antisémitisme, point. Noga Tarnopolski, qui est toujours à Jérusalem avec nous pour France 24, ces accusations, elles partent au départ d'Israël. Oui et non, c'est certainement un point en commun entre Netanyahou et Trump, cette politique d'accuser d'antisémitisme tout critique ou même moins que des critiques, tout ce qui n'est pas convénient pour le régime.
aux États-Unis, on a vu des attaques très similaires à cette lettre de la part de l'ambassadeur Kushner. On a vu le gouvernement attaquer des universités, les universités les plus élites des États-Unis, les accusant d'antisémitisme. Et comme vous dites, Netanyahou, au moins depuis le début de cette guerre, accuse d'antisémites ou pire, n'importe quelle critique de l'actuation de son gouvernement. Peu empêche, il y a de l'antisémitisme dans le monde, mais c'est une façon de décrire les choses qu'on voit dans cette lettre de Kushner qui est devenue extrêmement commune de la bouche de Netanyahou et de Trump ces jours-ci. Merci Noga Tarnopolsky en direct de Jérusalem. Niagale Bagayoko, est-ce qu'en critiquant la politique d'Israël au Proche-Orient, la France fait œuvre d'antisémitisme ? Non, bien sûr que non. Et c'est toute la difficulté. C'est-à-dire, c'est la façon dont sont instrumentalisés aujourd'hui tous les vocables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est accusé d'être antisémite parce qu'on critique la politique menée par le gouvernement actuel de l'État hébreu. On est accusé d'antisionisme parce que l'on critique la colonisation qu'il mène, notamment en Cisjordanie. Et donc, c'est à mon avis, malheureusement, une façon aussi d'alimenter un antisémitisme qui est réel, par ailleurs, mais qui aujourd'hui se trouve nourri par des façons de refuser de reconnaître certaines réalités sur le terrain qui sont en dehors, une fois encore, de toute loi et de tout règlement international. C'est ça qui est extrêmement difficile aujourd'hui. Je dirais, et ce n'est pas pour essayer d'être équilibré entre les deux parties. Moi, je suis horrifiée par les deux parties. Quand on parle de la famine à Gaza, qui est quelque chose d'insupportable à regarder, on a peu relevé le fait que le Hamas a aussi montré des otages en train de mourir de faim. C'est-à-dire qu'on atteint des deux côtés un degré d'horreur qui n'est pas possible, parce que dans un cas, on a affaire à un gouvernement, alors que dans l'autre, on a affaire à un mouvement qui figure sur la liste des organisations terroristes des Nations Unies. Donc on ne peut pas situer les deux acteurs sur le même plan. Et enfin, vraiment pour conclure, la difficulté est que on est aussi taxé d'islamophobie et de racisme lorsqu'on critique pour certains aussi le Hamas. Donc ça devient extrêmement difficile de s'exprimer sur ce conflit-là. Si l'on reprend l'argument des États-Unis et d'Israël, est-ce qu'en prenant le parti de reconnaître un État palestinien, Alban Mikosi, alors qu'il n'est pas viable dans les faits actuellement, la France n'est pas en train de récompenser les auteurs du 7 octobre, comme le lui reprochent justement les États-Unis et Israël? C'est un des arguments de la lettre de Charles Kushner, sa lettre ouverte dans le Wall Street Journal. Alors ce qu'on peut répondre, c'est que qu'est-ce qu'il faut pour reconnaître un État légalement? Il faut qu'il y ait un territoire, un peuple et un gouvernement qui soit légitime, chargé d'en assurer l'administration. Ça, c'est la définition de la reconnaissance d'un État. Quid de la situation de la Palestine? Y a-t-il un territoire? Oui, il est contesté, mais géographiquement, il est possible de dire ça, c'est un territoire palestinien. Y a-t-il un peuple? Clairement, oui. Y a-t-il un gouvernement? Il y en a un qui essaie. Maintenant, il est clairement actuellement fragilisé. Je parle de l'autorité palestinienne par l'action du gouvernement israélien qui, en multipliant les colonies, par exemple dans les territoires de Cisjordanie, complique encore la tâche de l'autorité palestinienne, comme si le gouvernement israélien, finalement, ne voulait pas de solution politique. C'est un des problèmes. Je partage à 99% tout ce que vous venez de dire. L'autorité palestinienne est affaiblie aussi par ses propres manquements, par aussi sa corruption et par aussi son absence totale d'acceptation du partage du pouvoir. Enfin, Mahmoud Abbas est quand même à sa tête depuis un très très grand nombre d'années. Un dernier mot, Charles Kushner, convoqué ce lundi au ministère des Affaires étrangères. Quand on sait sa proximité avec Donald Trump, rappelons qu'il est le beau-père de la fille de Donald Trump, Ivanka. Est-ce que la France prend le risque, d'après vous, Alban Mikosi, de se mettre à dos Donald Trump quand on sait à quel point l'intuitu personnel compte pour lui? Alors, ça s'est un peu arrangé en fin d'après-midi, puisqu'en réalité, c'est pas Charles Kushner qui est allé au Quai d'Orsay. Il a envoyé son chargé d'affaires et les Français ont fait semblant de considérer que ça suffirait. Du coup, il a été reçu par la sous-directrice adjointe chargée des affaires publiques,
politique, qui lui a rappelé l'indépendance des États, qui a été définie par une ordonnance qu'on appelle l'ordonnance de Vienne, et qui fait que chaque État doit être indépendant dans sa politique menée, et qu'en aucun cas un ambassadeur ne peut s'immiscer à l'intérieur des affaires de gestion d'un État, au moins de manière aussi publique et aussi directe. Les Américains ont convenu qu'ils feraient des efforts pour que les deux États parlent de la même voix. Bon, ça c'est des déclarations verbales, elles vont être mises en souffrance dès le 21 septembre prochain aux Nations Unies, lorsque la France présentera son projet de reconnaissance de l'État palestinien. On voit en tout cas à quel point, entre népotisme et conflit d'intérêts, le Trumpisme nous pousse à faire des circonvolutions, y compris au plan diplomatique, Nigel Bagayoko. Absolument, et on voit aussi le problème de la personnalisation de ceux qui représentent la diplomatie américaine. C'est toujours le cas, hein. La nomination des ambassadeurs des États-Unis est toujours beaucoup plus politisée qu'elle ne l'est en France, au Royaume-Uni, en Europe en général. Mais là, la différence, c'est que l'on a affaire à des personnalités qui sont très peu expérimentées en matière de diplomatie et qui sont proches, non pas politiquement, mais personnellement, intimement du président, ce qui pose vraiment question en effet. Donald Trump, toujours lui, le président américain, lance la campagne des élections de mi-mandat à sa manière, bien à lui, en envoyant ou projetant d'envoyer la garde nationale dans des villes dirigées par des maires démocrates et réputés pour connaître des problèmes d'insécurité, à l'image de la capitale. Rebecca Martin. Ils sont déjà 2000 à patrouiller les rues de Washington et désormais, certains réservistes de la garde nationale le font armer. Une présence que de nombreux habitants de la capitale américaine rejettent en bloc, tout comme de nombreux leaders démocrates, le gouverneur de l'État du Maryland en tête. Premièrement, ce n'est pas durable. Il n'est pas possible de maintenir ce rythme de déploiement, en particulier lorsque cela coûte plus d'1 million de dollars par jour. Deuxièmement, ce modèle n'est pas réplicable. Il n'est pas possible de faire la même chose dans toutes les grandes villes américaines. Troisièmement, c'est anticonstitutionnel. Plus tôt dans la semaine, Wes Moore invitait Donald Trump à visiter le Maryland où, dit-il, les homicides ont reculé de 20% en 2 ans. Réponse du président américain. Le gouverneur du Maryland, Wes Moore, a demandé dans un ton plutôt désagréable et provocateur que je fasse le tour des rues du Maryland avec lui. Je suppose qu'il parle de Baltimore qui est hors de contrôle et envahi par la criminalité. Je préférerais qu'il nettoie ce désastre criminel avant que j'y aille pour une promenade. Si Wes Moore a besoin d'aide, j'enverrai les troupes. Baltimore, voisine de la capitale fédérale, a longtemps été considérée comme dangereuse. Tout comme les autres villes dans le viseur du président américain, elle vote démocrate depuis de nombreuses années. Et en plus de Baltimore, il est question aussi de Chicago et même de New York, une ville ô combien symbolique de la gouvernance démocrate. Alban Mikosi, il a tout faux, Donald Trump, ou bien il y a un fond de vrai dans ces villes, Los Angeles, Washington, Chicago, Baltimore. Elles connaissent toutes ou ont connu une histoire de criminalité ou d'insécurité. Oui, mais ça ne date pas des dernières années. Je regarde avec intérêt les statistiques à Washington. Quand vous vous baladez dans le centre de Washington et même dans les quartiers périphériques de Washington, ce n'est pas un coupe-gorge. Hein. Ah non, on n'a jamais été, on ne se sent pas menacé à Washington. Non, en revanche, vous voyez, il faut quand même le reconnaître, la mendicité, mais surtout nombre d'individus manifestement sujets à des troubles psychiatriques dont la place n'est pas dans la rue, manifestement. Il y a un vrai problème aux États-Unis avec ça. C'est tout à fait vrai, mais à la limite, c'est presque un autre dossier. Washington, les chiffres, les statistiques sur les crimes et délits ont baissé de 26% en 2024 par rapport à 2023. Alors, encore une fois, comparaison n'est pas raison, aux chiffres, on peut leur faire dire un peu ce qu'on veut. Il n'empêche, évidemment, c'est une démarche politique, cette application d'aller chercher la garde nationale. Qu'est-ce que c'est que la garde nationale au départ ? C'est quelque chose qui a été fondé au début du XXe siècle pour éviter les coups d'État dans les États. Et normalement, c'est à l'appel du gouverneur que le président américain répond favorablement et envoie des réservistes de garde nationale. Il y a 430 000 réservistes aux États-Unis. Là, clairement, on est dans autre chose. Les gouverneurs n'ont rien demandé. Donald Trump leur impose la présence de la garde nationale, disant c'est de la communication. Grâce à moi, nous rétablissons l'ordre. En réalité, très clairement, on est dans une campagne politique. On est dans un affichage politique. Une campagne politique ou le résultat aussi d'années de crise du crack, puis aujourd'hui du fentanyl. Oui, du fentanyl, en effet. C'est notamment le problème qu'on voit dans les rues de Washington auquel vous faisiez référence. Le cas de Washington est quand même particulier par rapport aux autres États qui, comme vous le mentionniez très justement, ne peuvent voir la garde nationale déployée
en principe que par le gouverneur, mais avec aussi un droit du président d'y suppléer dans certains cas. Donc à Washington, c'est un district, ce n'est pas un État. Donc là, c'est Donald Trump, en effet, donc le président en exercice, qui a le droit de prendre cette décision. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il avait refusé de la prendre en janvier 2021, au moment des émeutes du Capitole. Donc c'est là qu'on voit le caractère extrêmement politique. Autre anecdote, ce dont je viens de parler n'est pas de l'anecdote, mais anecdote intéressante. Cette réponse-là sur Social Truth, à quoi elle répond ? Elle répond d'abord à l'idée que le fameux gouverneur avait invité Donald Trump à venir avec sa voiture de golf pour voir l'état des rues dans sa circonscription. Mais on voit aussi qu'il y a de très nombreux élus démocrates qui sont noirs américains. Et Donald Trump a fait une déclaration très intéressante aussi en parlant des milliers de messages qu'il recevrait de magnifiques femmes noires américaines, notamment de Chicago, pour lui demander Trump, s'il te plaît, viens intervenir comme tu le fais à Washington. Donc oui, on voit qu'il y a, dans la perspective des midterms de 2026, la tentative de poursuivre la conquête de l'électorat au sein des minorités, ce qu'il avait déjà réussi à commencer à faire pour les élections de 2024. Là, je pense que c'est extrêmement clair. Un mot de conclusion, peut-être rapidement, vous qui avez occupé le terrain pendant la campagne aux États-Unis. Ces élections de midterm sont tellement capitales qu'il y a actuellement un travail qu'on appelle le gerrymandering, c'est-à-dire de redessin des circonscriptions qui va générer conflit sur conflit. On n'aura probablement jamais eu des élections aussi tendues et qui ont commencé aussitôt avant. Merci, et pour lequel le président va sur le terrain de l'adversaire, ce qui est aussi du rarement, voire du jamais vu. Dans la perspective, quand même, si on voit la casquette, l'armoire à casquette qu'il a montrée à ses hôtes européens la semaine dernière, avec écrit « For more years ». C'est vrai. Et Trump avait raison sur tout. Merci beaucoup, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Merci beaucoup Niagale Bagayoko. Merci Alban Mikosi. On va plus loin, c'est terminé. On se retrouve dans 3 minutes pour la suite de l'essentiel.